question qui concerne la création d'un établissement public de coopération culturelle. Et vous avez eu la version des statuts complétée sur table par rapport au document qui vous a été adressé avec le dossier du conseil municipal mardi dernier. Donc, afin de consolider et de développer l'activité des structures soutenues par la ville de Lyon en matière de spectacle vivant, et dans le cadre d'une cohérence et d'une complémentarité et d'une programmation variée, il est apparu nécessaire de créer une structure juridique unique qui permette d'intégrer les activités des deux associations que sont la scène nationale et Gauloubet d'un côté et l'abordage de l'autre. Et dans le cadre d'une concertation et d'une coordination avec les différents acteurs, c'est-à-dire la ville de Louviers avec la ville d'Évreux, avec le département de l'Eure, avec l'État, et probablement, bien sûr, que la région rejoindra aussi cet établissement public de coopération culturelle. Eh bien, cette structure juridique doit permettre d'accroître la cohérence et la complémentarité de l'offre de spectacle sur le territoire et d'optimiser également la gestion des structures, des salles notamment, entre les différentes collectivités partenaires. Et donc il y a des membres fondateurs de cet établissement public, que sont la ville de Louviers, la ville d'Évreux, la communauté d'agglomération du Mont-Évreux, le conseil départemental de l'Eure et l'État. Et la région Haute-Normandie donc apporte son soutien à ce projet. Ce projet, il a pour la ville de Louviers l'objectif notamment de vraiment sécuriser aussi les financements sur la scène nationale Évreux-Louviers et de conserver ce label qui est une chance pour la ville de Louviers. Et donc c'est l'objet de cette délibération. Alors sur les statuts de l'EPCC, tels qu'ils vous ont été donnés, il y a pour l'instant une appellation de cet établissement public qui est une appellation un peu administrative, puisqu'il appartiendra au conseil d'administration de l'EPCC de définir le nom. Donc là, il est dénommé EPCC Évreux, Louviers, Eure, des différentes parties prenantes. Et il prévoit un conseil d'administration au prorata également des participations financières, alors pas un prorata tout à fait proportionnel, mais qui prévoit 4 représentants pour Évreux, qui financent le plus largement à travers à la fois les salles, la gestion des salles et l'abordage, un représentant du GEA, 2 représentants pour la commune de Louviers, 2 représentants pour le département de l'Eure, et 4 représentants pour l'État. L'objectif, donc, est la commune de Louviers s'engage à verser une contribution minimum de 150 000 € par an pour le financement de la scène nationale. Mais à terme, l'idée c'est que cet établissement public de coopération culturelle, évidemment, puisse être plus large et réfléchir aux mutualisations possibles, à la cohérence, à la complémentarité, à une politique culturelle ambitieuse, à la fois pour nos territoires respectifs et dans le département de l'Eure. Monsieur Martin a demandé la parole, je la lui donne. Oui, lorsque j'avais durement négocié avec Roland Plaisance, autre dinosaure, la mise en place de la scène nationale sur Louviers, j'avais demandé un certain nombre de garanties. En l'occurrence, le projet et les statuts que vous nous proposez ne sont guère enthousiasmants. On les votera, bien sûr, on les votera, puisqu'il faut que la scène nationale vive. C'est un arrangement boiteux, parce qu'on sait que la scène nationale pose problème au maire d'Évreux, et que donc, après avoir supprimé les subventions, il a voulu élargir, en faisant entrer l'agglomération d'Évreux dans le système. Le problème, c'est qu'on a maintenant une espèce de truc boiteux, dans lequel on a à la fois une ancienne SEM, dont la vocation est ouvertement commerciale, qui va se retrouver incluse dans un système où, si l'on fait le compte des représentants et donc du pouvoir laissé à la ville de Louviers, on s'aperçoit que ça n'a pas changé. 2 représentants, alors que vous en avez beaucoup plus qui arrivent d'Évreux, puisque l'agglomération d'Évreux a ses représentants, puisque par ailleurs, malheureusement, la région s'est retirée prudemment du dispositif.
Non, non, c'est Donc, pas retiré. elle n'est pas Elle est là parce qu'on est en période électorale et que il n'y a pas de représentant de la région prévu dans les statuts. Il y en aura, puisque oui. là, ce sont les membres fondateurs. On verra. On verra. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est un système complètement boiteux qui vise effectivement à ôter l'épine du pied au maire d'Évreux. On ne comprend pas pourquoi l'agglomération Senneur n'est pas dedans. Parce que s'il y avait un véritable projet territorial. Laissez-moi finir. Vous m'interrompez tout le temps et après vous dites que ça se passe mal. Bon, Gardez, enfin quoi calme, monsieur. Enfin quoi Tout va bien. Je garde mon calme, c'est vous qui m'interrompez tout le temps. Gardez votre calme. Donc, c'est un système complètement boiteux. Si on avait un véritable projet territorial, bien évidemment, la scène nationale qui intervient par le biais de conventions avec les communes, on a réussi quand même à faire cette avancée, qu'il y ait des petites scènes, etc., etc. Mais normalement, si l'agglomération d'Évreux rentre dedans, pourquoi pas l'agglomération Senneur? C'est la moindre des choses. Ensuite, si l'abordage est dedans, pourquoi pas la gare aux musiques? Ah oui, puisqu'ils font la même chose. Donc, la gare aux musiques fait mieux que l'abordage. Mais bon, je garde cette remarque pour moi. Donc, c'est donc un bricolage complètement boiteux, dans lequel, je le répète, le pouvoir de décision et d'influence de la ville de Louviers est complètement laminé. Bon, à partir de là, ils vont le voter, parce qu'il faut bien le voter pour que la scène nationale continue, mais surtout, ne nous présentons pas ça comme une avancée. Très bien. Sur ce sujet-là, en tout cas, en effet, l'idée c'est d'être évolutif, et notamment sur les structures mises à disposition dans le cadre de l'objet de cette EPCC. Quant à l'agglomération Senneur, elle n'a pas de compétences culture. En revanche, elle verse une subvention de 120 000 € à la scène nationale dans le cadre du festival des petites scènes. Pardon ? Non, l'agglomération. L'agglomération Senneur, ou c'est des chiffres qui ont été communiqués par le secrétaire général, on les vérifiera. En tout cas, l'idée c'est qu'il y a à la fois aujourd'hui des membres fondateurs qui ont une représentation au conseil d'administration et que c'est comme le département qui donne 350 000 €, la ville de Louviers donne 150 000, et on a autant de représentants que le département. Et Évreux en a combien? Évreux donne 800 000 €. Et Évreux en a combien? Évreux en a 4 en donnant 800 000 €, et Louviers donne 150 000 €, et on a deux. Et avant, on n'était pas dans une structure comme celle-ci. On n'était pas dans une structure. L'objectif, vous n'avez pas défendu la ville, vous avez sauvé votre copain, le franc. L'objectif, et au contraire, de sauver aujourd'hui l'action culturelle d'une situation budgétaire où l'État se désengage, où beaucoup de partenaires se désengagent, et de marquer aussi notre volonté de mutualiser et d'avoir une offre culturelle cohérente, complémentaire. Je vous demande de ne pas m'interrompre, d'ailleurs je vais couper votre micro maintenant que je peux le faire. Et je vais donner la parole à M. Vassar qui l'a demandé. M. Vassar. Oui. Bien, écoutez, moi je vais vous dire aussi, c'est quelque chose qui coûte très cher. D'ailleurs, quand Franck Martin l'avait vu, j'avais voté contre. Parce que je dis qu'il n'y a pas assez de personnes. La culture et vous, ça ne va pas ensemble. M. Martin, oui, c'est M. Vassar s'exprimer. Sinon, il a dit que c'est s'énerver. Très fort. Quand on a géré la ville comme tu as géré, on se tait. 3 fois, voilà. On a fait plein de choses. On a été Front National avec tous les problèmes. M. Vassar, vous avez la parole. Ça coûtait déjà très cher. Ce que j'avais dit, moi, à l'époque, j'ai dit la ville de Louviers n'a pas les finances pour pouvoir ouvrir de théâtre à 30 personnes à peu près qui vont de Louviers voir ce théâtre. Aujourd'hui, on a une salle au Val-de-Reuil. Alors, ces personnes peuvent se rendre au Val-de-Reuil, peuvent se rendre à Évreux, et peuvent se rendre aussi à Rouen. Donc, on ferait un sérieux économie, ce qui nous permettrait de baisser les impôts. Parce que là, c'est pour arranger M. Lefranc, je connais un peu le système, il est en difficulté, il est financier à ce sujet, et il vous a trouvé comme partenaire. Mais enfin, c'est nous qui allons payer la casse. La parole est à M. Young. Il faut appuyer sur votre micro. Je voudrais dire à M. Vassar que sauver le franc, c'est plus d'actualité. Alors ça, elle est excellente. On vous applaudit même parce que... Et vous nous demandez 13 €. Pardon. Dites, non, j'ai quelque chose qui me chiffonne justement, c'est à la fois l'agglo d'Évreux et Évreux. Vous me dites l'agglo n'a pas la compétence, parce que c'est pas une subvention, c'est pas une aide à la scène nationale, on paye un service, c'est pas pareil.
Donc je veux savoir comment se fait-il que l'Évreux et l'agglo d'Évreux, ça veut dire qu'ils ont une compétence commune, ce qui me paraît difficile. Alors, aujourd'hui, l'agglomération Seineur, Non mais je parle d'Évreux, moi ce qui m'intéresse c'est Évreux et c'est à travers la compétence économique et tourisme. Mais alors l'agglo. Mais c'est aujourd'hui, il y a deux choses. L'agglomération Seineur qui tout à fait verser une subvention. Oui. Premièrement, et deuxièmement, pourrait rejoindre, si elle le souhaitait, le conseil d'administration de l'EPCC. Non, Mais je crois qu'elle n'a pas la compétence. C'est une question de compétence, c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est une question. Et je ne connais pas de syndicat où il y a à la fois la commune et l'agglo qui va avec, puisque par définition, moi aussi ça se peut, mais partagé, c'est-à-dire on on peut peut pas. avoir des compétences partagées. Regardez au niveau européen, vous avez des compétences exclusives, des compétences partagées et des compétences d'appui. Non, monsieur le maire, moi je connais des syndicats où il y a effectivement la ville et l'agglo qui va avec, mais curieusement, les représentants de l'agglo ne votent pas en même temps que les compétences de la ville, tout simplement parce que ça dépend du sujet, puisque les compétences ne peuvent pas être communes. Donc déjà, je me pose une question de Écoutez, droit. ces statuts, ils ont été rédigés en collaboration avec les services de l'État, Eh bien, ça ne me rassure pas. les services de l'État et un conseil juridique, et un groupe de travail qui a été constitué depuis plusieurs mois sur le sujet, et des avocats spécialisés sur le sujet. Donc je pense qu'ils ont analysé les choses, Oui, mais ça et me que si vous souhaitez faire un recours... Non, non, pas du tout. Alors, pour ça, mais j'aimerais bien savoir mais ça a été comment se fait qu'ils sont tous les deux. étudié par des spécialistes, et notamment par les services de l'État sur ce sujet. Il y a un temps, j'étais un peu spécialisé de ce genre de choses, et franchement, je ne me souviens pas d'un... Ça me paraît bizarre. Sur la violence Écoutez, culturelle. on pourra vous apporter une réponse écrite à cette question, qui sera, non, mais une réponse en tout cas qui sera posée aussi Moi, ça me paraît bizarre. aux spécialistes qui étaient chargés de la rédaction juridique. Très bien, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Une opposition, M. Vassar. Je précise que nous avons reçu le pouvoir de M. Bazir qui a quitté la séance. Y a-t-il des abstentions? Et de Nadège Hoffmann également. Des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie pour ce vote. Deuxième délibération, Sylvie Langeard. Bonsoir. Et je vous demande, pardon, oui, de bien parler dans le micro parce que vous savez que nos débats sont retransmis sur Internet, que les internautes nous disent que pour bien nous entendre, il faut bien parler dans le micro. La ville de Louviers souhaite attribuer la qualité de citoyen d'honneur de la ville de Louviers à Michel Bussy. Michel Bussy est né à Louviers le 29 avril 1965 et est un auteur de romans policiers à succès, puisque c'est le 5e écrivain français en nombre de livres vendus. La majorité de ses romans ont pour cadre la Normandie, et un de ses derniers romans, Un avion sans aile, classé polar de l'année 2012, a été traduit dans plus de 25 langues et il sera prochainement adapté au cinéma. Michel Bussy est régulièrement distingué pour l'attribution de prix littéraires importants et il est publié aux Presses de la Cité depuis 2010. Sa qualité de citoyen d'honneur serait une véritable reconnaissance de sa ville d'origine pour cet auteur de renom qui contribue très largement au rayonnement de la collectivité. En sa qualité de Lauvérien, bien sûr, mais également pour son investissement régulier au plan local sur des projets culturels passés, signatures, rencontres littéraires et cités polar, qui va se dérouler tout à fait prochainement, puisque c'est à la fin de la semaine, mais également à venir avec des concours littéraires qui vont être prochainement organisés, le Festival Normandie Impressionniste et Terre de Parole. Je vous demande donc d'autoriser Monsieur le maire à attribuer la qualité de citoyen d'honneur à Michel Bussy. Cette reconnaissance lui sera décernée lors des vœux à la population en janvier 2016. Est-ce que vous avez des questions? Appuyez, monsieur Young. Voilà, pardon. Ah non, c'est... Oui, alors écoutez, là, je vais vous suivre à 100%. Vous voyez, je ne sais pas tout, parce que moi, j'ai pas su que Michel Bussy était Lauvergnat, tant que j'ai pas lu l'article que la Dépêche avait écrit quand il est venu à la page. Je le regrette, parce qu'il y en a qui savent, peut-être je suis un grand fan de certains policiers, San Antonio, et Agatha Christie, lequel j'ai tout lu. Et j'ai tout lu Michel Bussy, et mes chers collègues, je vous conseille de Michel Bussy, je pense que vous le savez aussi, un livre que j'ai trouvé tout à fait exceptionnel, qui sont Les Nymphéas Noires. C'est un livre tout à fait exceptionnel, et moi qui suis difficile à mettre
difficulté sur un roman policier. Sur celui-là, j'ai été bluffé tout à fait. Je me réjouis, franchement, parce que franchement, c'est à l'époque qu'il était l'Auvergnat et j'ai beaucoup aimé. Et puis lisez aussi celui sur l'Armada, qui est moins bien, je trouve, mais qui nous replonge tous dans notre région. Et c'est vraiment, tous ces bouquins d'ailleurs nous replongent dans la région et c'est vraiment exceptionnel. Mais si vous ne l'avez pas lu, lisez Les Nymphes et la Noire, je suis sûr que vous serez bluffé. C'est noté. Franck Martin. Je n'ajouterai rien à l'éloge envers Michel Bussy, qui effectivement est une locomotive de l'édition des Louviers, c'est très bien. Par contre, j'ajouterai à la description qui vient de nous être faite, la petite bio qui vient de nous être faite, que Michel Bussy est aussi un universitaire, un géographe, et qu'il a été au cœur du groupe collectif de géographes qui s'est maintes fois exprimé et qui a fourni aux arguments de la réunification normande des arguments issus de leur propre réflexion de spécialistes, de géographes, et que de cette compétence exceptionnelle, nous avons eu une aide précieuse pour effectivement réunifier la Normandie. C'est à ce double titre d'écrivain à succès et de géographe engagé que je me félicite de sa nomination comme citoyen d'honneur. Merci. J'ajoute en effet qu'on peut se féliciter, et on l'avait auditionné dans le cadre de la mission d'information régionale pour laquelle j'étais rapporteur à la région. Il y a en printemps 2014, il était venu comme géographe devant la mission d'information régionale que j'avais demandé à la région. Mais à l'époque, le mot réunification était un gros mot pour beaucoup de vos amis politiques à la région. C'était au printemps 2014, aujourd'hui c'est devenu un mot magique, mais à l'époque c'était un gros mot. Et je me félicite comme vous, Monsieur Martin, que la réunification soit une réalité dans quelques jours, grâce au combat porté par plusieurs, vous en faisiez partie, et aussi par Hervé Morin. Je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci pour cette unanimité. Suivant par délibération suivante. Alors, la délibération suivante concerne l'association Boule de Neige, qui est bien connue à Louviers, puisqu'elle s'occupe du festival des faits divers, qui existe depuis 2007. Alors, ce festival a beaucoup de succès, puisqu'il y a un millier de personnes qui se retrouvent au Moulin le 26 et le 27 février cette année, mais les autres années, c'est à peu près dans ces dates-là aussi. Et donc, je vous propose d'octroyer à cette association Boule de Neige une subvention de 5 000 € pour pouvoir assurer ce festival. Est-ce que vous avez des questions? On passe au vote. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, oui, donc le pouvoir de M. Young, c'est noté. Délibération suivante sur la Convention locale d'éducation artistique et culturelle. Voilà, le CLEAC. Donc, c'est le fruit d'un partenariat entre la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, la Direction des services départementaux d'éducation nationale, le rectorat de l'Académie de Rouen et la ville de Louviers. Le CLEAC, contrat local d'éducation artistique et culturelle, est un outil à la disposition des enseignants et des élèves, dont les objectifs sont les suivants: harmoniser et rendre visible l'ensemble des actions culturelles et artistiques proposées aux établissements scolaires et permettre au plus grand nombre possible d'enfants d'avoir accès aux cours de leur scolarité, à un parcours artistique et culturel, de rencontrer des œuvres et des artistes, de fréquenter des lieux culturels, de mener à bien un projet culturel. Devant le succès et la qualité du projet CLEAC, son renouvellement a été souhaité par tous les partenaires pour les 3 prochaines années, en élargissant son action sur le plan du territoire, en s'appuyant notamment sur la case au titre de la politique de la ville et en ouvrant à un public extrascolaire, familial, en collaboration avec les centres sociaux, Pastel et La Chaloupe. C'est pourquoi la ville de Louviers sollicite la DRAC de Haute-Normandie pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement pour l'année 2015-2016. Y a-t-il des questions? Alors nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Ok, dernière délibération sur les questions culturelles. La ville de Louviers a souhaité accompagner et faciliter l'accès des habitants à la culture et aux équipements culturels en lançant un projet artistique et culturel à l'échelle de la ville. Ce projet, associant pleinement les habitants, permettra, avec l'accompagnement d'une équipe artistique de renommée nationale, au travers des différents ateliers mis en œuvre et des propositions qui seront faites, de mettre en lumière ce qui fait l'âme d'une ville, ses habitants, tout en s'appuyant sur les valeurs indispensables véhiculées par les mots culture, citoyenneté et vivre ensemble. Ce projet, dont je vous reparlerai plus précisément, se déroulera sur les années 2015 et 2016. Et je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention auprès de la DRAC de Haute-Normandie et à signer la convention à venir avec la DRAC. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, nous avons voté. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, j'apporte la réponse demandée par M. Vassar tout à l'heure sur l'effacement de dette. Donc sur le montant de 4 189,84 €, ça concerne des frais liés à la cantine et un centre de loisirs. Ce montant. Le point suivant de l'ordre du jour, nous abordons le registre des travaux de l'urbanisme et des affaires foncières. Et avant de passer aux délibérations, deux communications. Une première par Jacques Libido sur les ERP, les établissements de recevement du public, et les travaux d'entretien significatifs réalisés en 2015 dans les bâtiments communaux. Jacques Libido, à la parole. Alors, il faut appuyer. Voilà justement une discussion, mon cher Franck, qui va me permettre de démontrer que sur ces dossiers-là, tu n'as jamais mis de budget. En tous les cas, on a réussi à régler ces problèmes-là. Je parle des 4 ERP de la ville de Louviers qui avaient des avis défavorables. Donc l'école Jacques Prévert n'avait pas d'avis défavorable, mais elle était sous le coup d'un avis défavorable. Donc on a refait toute l'installation de détection d'alarme qui n'était plus conforme. Le Colisée, l'avis était défavorable depuis 2009, confirmé en 2012. Les travaux de mise en conformité ont été réalisés conjointement en remplacement de la production de froid. Cela a permis une réouverture pour les fêtes de fin d'année en 2014. La commission de sécurité du 30 avril 2015 a émis un avis favorable. La médiathèque, l'avis était défavorable depuis 2010 et les travaux de mise en conformité ont été réalisés en 2014 et 2015. La commission de sécurité du 20 août 2015 a émis un avis favorable. Le musée et la mairie, l'avis défavorable de la commission de sécurité daté de 2012 et certaines prescriptions de 2006 et au-delà. Là aussi, d'importants travaux ont été décidés et réalisés afin de retrouver un avis favorable. Au terme d'un important travail et de difficiles décisions, la commission de sécurité du 13 novembre 2015 a émis un avis favorable. La Villa Calderone, c'est le dernier bâtiment qui fait encore l'objet d'un avis défavorable, mais les travaux de mise en conformité sont en cours et l'avis devrait être levé avant la fin de cette année. En ce qui concerne ces différents travaux, la ville a mis en face un budget de 250 000 €. Au niveau des... Oui, sur ce point, donc vraiment, ça n'intéresse pas l'opposition qui ne s'est jamais vraiment occupée du sujet, mais c'est très important. Jacques Libido l'a dit, et je me souviens des échanges que nous avons eus lors des tout premiers conseils municipaux au printemps 2014. L'État nous impose trop de normes, c'est impossible. Il y a deux sujets. Il y a d'abord la sécurité des personnes, puisque quand il y a des avis négatifs, c'est pas par hasard, c'est que la sécurité des personnes est en jeu, et donc c'est pour nous des travaux indispensables. C'est pas des travaux de confort, c'est pas des travaux de loisirs, c'est la sécurité des personnes qui est en jeu. Et le deuxième élément, c'est que quand on a la volonté de faire les choses, on peut réussir. Et qui à l'époque aurait dit, et quand on discute d'ailleurs avec les services de l'État, nous disent mais c'est voilà, en gros chapeau, parce que dans le contexte en plus budgétaire qui est celui de la ville de Louviers, il fallait beaucoup de volontarisme, d'ingéniosité aussi, et puis faire en sorte que ces établissements eh bien, puissent fonctionner, rester ouverts au public, être entretenus. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une belle satisfaction que d'avoir retrouvé des avis positifs sur des bâtiments sur lesquels on nous disait l'ancienne majorité et l'actuelle opposition, c'était impossible. Donc bravo à Jacques Libido et aux services techniques de la ville qui ont énormément œuvré, travaillé, et vraiment c'est une belle collaboration entre
les élus des services pour réussir et parvenir à ce beau résultat. Quelques informations sur les travaux réalisés durant ce... Jacques Vido, vous avez la parole, parce que M. Martin fait exprès de ne pas vous écouter, parce qu'il est mal à l'aise. Vous continuez. Donc, concernant les travaux réalisés dans différents secteurs de la ville, voilà, au cas où certains pourraient penser qu'il n'y a rien qui se réalise dans notre ville. Sur le secteur scolaire, je ne vais pas vous citer toute la liste, mais sur des écoles comme Ferry, Saint-Exupéry, Chaperché, Hamelé, Jean Moulin, etc., on a fait 226 600 € de travaux. En ce qui concerne la culture, on a réparé les sièges du Moulin pour 27 000 €. En ce qui concerne le secteur de la petite enfance, on a travaillé sur la crèche des Acacias, la crèche des Petits Loups, la crèche Saint-Germain, et donc le total de ces travaux pour 36 460 €. En ce qui concerne le secteur sport, là aussi, des interventions Colisée, Maxime Marchand, et pour un ensemble à 42 441 €. Je vous ai parlé des conformités ERP, l'ensemble de ces travaux en investissement pour une somme de 590 000 €. Voilà, M. Martin, comme quoi on peut parfaitement réaliser les travaux à partir du moment où on a la volonté de le faire. Très bien. Alors, je vais compléter, et vous aurez la parole, monsieur le conseiller municipal, après, par les grands axes du plan pluriannuel d'investissement de la ville de Louviers, sur lequel nous avons très longuement et très largement échangé lors de la commission préparatoire de ce conseil municipal mercredi dernier, après-midi, et qui nous a permis de faire un point. Donc j'avais pris l'engagement lors de la commission préparatoire d'en dire un mot, même si c'est lors de notre débat d'orientation budgétaire que nous évoquons ces sujets. C'est un plan d'investissement globalement pour à la charge de la ville de Louviers de 17 millions € sur les dépenses à la charge de la ville, mais globalement c'est plus d'une quarantaine de millions d'euros de 2015 à 2016 à 2020. C'est possible aussi car nous avons sécurisé nos finances depuis 18 mois et que nous avons à la fois à travers une pluriannualité, l'engagement que nous avions pris dès notre élection, avec aussi le budget base zéro, à la fois sur un plan pluriannuel d'activité et un plan pluriannuel d'investissement. Et donc je voudrais faire état de ces axes sur lesquels on a déjà eu l'occasion d'échanger en commission préparatoire du conseil municipal. Ce programme d'investissement, il s'articule autour de 7 axes. Le premier, dans le prolongement de ce que vient de dire Jacques Vido, c'est le plan d'action quinquennal de sauvegarde et de réhabilitation des bâtiments et du patrimoine communal. C'est à la seule charge de la ville sur la période jusqu'en 2020, 5,3 millions d'euros. C'est 10 actions très concrètes. 1. La priorité aux écoles, 1 500 000 € à la fois sur la rénovation de Jules Ferry et sur le diagnostic et un plan d'action individualisé pour chaque école. Deuxièmement, c'est la rénovation de la piste d'athlétisme du stade Carrington. C'est très important, ça fait des années que rien n'a été fait. Troisièmement, c'est la rénovation de la crèche des Acacias. Quatrièmement, c'est la rénovation du centre Castel. Cinquièmement, ce sera la restauration des huisseries de cette salle Pierre Mendès France et le renouvellement de son mobilier. Sixièmement, ce seront des travaux d'urgence pour le cimetière, car on sait qu'à l'échéance de 5 ans, rien n'est prévu. Septièmement, ce sera la poursuite de la restauration de l'église Notre-Dame, avec au total plus de 2,5 millions d'euros, dont 900 000 € à la charge de la ville, et la rénovation de la charpente de l'église Saint-Germain. Huitièmement, c'est l'étude qui a été confiée à EAD, l'opérateur du département, pour la réhabilitation du manoir de Bigard, avec une phase d'étude pour voir dans quelles conditions et avec quelle architecture financière cela pourrait se faire. Neuvièmement, c'est l'enveloppe globale récurrente sur l'entretien des bâtiments communaux. Et dixièmement, c'est la démolition de l'ancienne crèche Beaulieu, dont on sait aujourd'hui qu'il y a des difficultés avec des jeunes qui montent sur les toits, ça pose des vraies questions de sécurité, donc la démolition est actée et rapidement. Le deuxième axe de ce plan pluriannuel d'investissement, c'est de faire de Louviers une ville accessible pour tous. Et là, nous allons consacrer jusqu'en 2020 une enveloppe de 1 550 000 € à la rénovation et à l'accessibilité des bâtiments communaux pour les personnes en situation de handicap. Et nous aurons également une étude relative au plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics. Et là, une vraie discussion aussi doit s'engager avec la CASE. L'axe 3, ce sont les nouveaux équipements pour répondre aux exigences d'une ville-centre et aux besoins de ses habitants. Dans les nouveaux équipements, il y a à la fois des équipements qui dépendent de l'intercommunalité, mais il y a aussi des équipements municipaux.
Pour rappel, parce que ce sont des investissements très importants, il y a des équipements de dimension intercommunale. La patinoire intercommunale, près d'une douzaine de millions d'euros. La cité numérique sur l'ancien site Sinram, où les études de faisabilité ont commencé et la première phase d'études sera terminée à la fin du premier semestre 2016. Et sur cette cité numérique, l'idée c'est aussi avoir possiblement, c'est un vrai projet urbain, et de pouvoir également avoir sur cette cité numérique à la fois des entreprises, du logement, un centre d'affaires et de conférences, car aujourd'hui, nous avons besoin d'accueillir des colloques, des conférences, et nous n'avons pas les structures pour ça depuis que la salle des fêtes de Louviers a été détruite. Mais il y a des nouveaux équipements municipaux, bien sûr la maison des sports et des associations, prévues et financées par le contrat d'agglomération. L'extension du cinéma, le Grand Forum, avec 2 nouvelles salles, et ça ce sera dès 2016. Le regroupement des services techniques municipaux sur l'ancien site de Henkel, avec enfin la possibilité de rassembler toutes les équipes des services techniques, dont une partie aujourd'hui travaille dans des locaux indignes, inadmissibles. Rien n'a été fait depuis un temps et on ne peut pas laisser des agents municipaux travailler dans les rues de la rue Saint-Jean. Ensuite, dans les nouveaux équipements, la nouvelle halle semi-couverte qui fait partie du projet Cœur de Ville, et puis nous travaillons, et nous avions encore une réunion cet après-midi avec Céline Aymon en charge de la santé et l'agglomération, à une maison de santé qui pourrait être dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, dans le quartier des Acacias. Nous travaillons actuellement sur une piste, et j'espère qu'elle pourra aboutir sur les locaux des anciennes ZCDIC. Ça, c'est l'axe 3. L'axe 4, c'est Louviers Cœur de Ville. Une réunion très intéressante mercredi dernier de présentation des grands axes du projet et avec un focus sur la halle semi-couverte, et on vous en parlera dans un instant. Mais Louviers Cœur de Ville, c'est 2 millions d'euros à la charge de la ville, mais c'est un projet d'une dizaine de millions d'euros en tout avec tous les cofinancements, l'État, le département, l'agglomération Seine-Nord. Et ça concerne 7 points. La place Torel, l'île Torel Est, et on en redira un mot dans un instant, la halle semi-couverte, le parvis de l'église Notre-Dame et de la rue du Maréchal Foch, la rue du Matré dans sa partie piétonne, la rénovation des façades avec des aides municipales et le développement des voies cyclables. Le 5e axe de ce plan pluriannuel d'investissement, il concerne notre vie quotidienne et la proximité, avec près d'1 million d'euros jusqu'en 2020 qui vont être consacrés à ces investissements de la vie quotidienne. C'est quoi? C'est l'entretien et le remplacement notamment des aires de jeu. On a commencé puisque les aires de jeu de la rue Raoul Verdet étaient plus du tout sécurisées. On a dû donc les retirer pour les remplacer, c'est chose faite. On a fait la même chose dans le jardin public. Ça, c'est des investissements qui n'avaient pas été faits depuis des années et des années. Et tous les ans, nous aurons une enveloppe pour remplacer ces aires de jeu. Nous avons aussi un 2e axe qui concerne la rénovation des jardins familiaux au Grand Champ, quartier particulièrement important dont on doit vraiment s'occuper, Saint-Yves-de-Vert et les Grands Champs. 3e sujet, c'est l'entretien du dispositif de vidéoprotection, car à notre grande surprise, le dispositif d'entretien n'était absolument pas satisfaisant. Nous l'avons dénoncé, et à quoi sert d'avoir des caméras de vidéoprotection si elles ne fonctionnent pas? Et donc nous consacrerons un budget important pour comment les caméras qui sont installées puissent fonctionner. Je parle aussi sous le contrôle de Jean-Jacques Leroux. 4e sujet, c'est les espaces verts, parce que ça fait partie aussi de l'embellissement, du bien-être. Et je suis heureux aussi de vous confirmer que sur l'année 2015, eh bien, la ville de Louviers a ses 3 fleurs, ville et village fleuris, nous pourrions travailler à la 4e fleur dans le cadre de tous les travaux d'embellissement et de rénovation du centre-ville. Le 5e point de cet axe vie quotidienne et proximité, il concerne nos investissements dits de proximité. C'est quoi? C'est tous les ans une enveloppe pour pouvoir être très réactif dans le cadre de l'organisation qui est la nôtre, d'avoir aussi un chargé de mission cadre de vie, sécurité publique, mais cadre de vie, en lien avec tous les élus, tous les services, pour pouvoir être réactif dans les demandes des habitants, pour pouvoir réaliser des investissements de proximité le plus rapidement possible. Et puis, un 6e point, qui n'est pas la charge financière de la ville, donc ça, probablement, ça ne plaira pas à l'ancienne équipe, mais c'est la couverture de l'ensemble de la ville en réseau Internet à très haut débit. Ça commence dès le premier trimestre 2016 avec notre partenaire sur cette opération qui est Orange. Ça, c'était le 5e axe. Le 6e axe de ce plan pluriannuel d'investissement, d'un montant pour la ville de 17 millions, mais globalement de plus d'une quarantaine de millions d'euros, financés et garantis grâce aux efforts qui ont été faits depuis 18 mois et qui sont couronnés aujourd'hui de succès. À la fin de cette période d'assainissement, nous pouvons entrer dans la période d'attractivité, eh bien c'est tout ce qui concerne la voirie et les réseaux, avec un vrai travail qui est fait sur les entrées de ville, avec notamment la rétrocession des ronds-points du Becquet et Folleville, avec enfin la possibilité de pouvoir fleurir, aménager de façon végétale ces ronds-points d'entrée de ville qui aujourd'hui ne donnent pas une belle image de la ville.
La deuxième chose, c'est la rénovation du parvis des Fontenelles, que nous avons réussi, au terme d'une longue négociation, et je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Duveyret, à intégrer dans le contrat d'agglomération, c'est près de 2 millions d'euros pour ce petit échange multimodal sur les Fontenelles. J'ajoute que nous avons pris l'initiative avec l'agglomération, alors que la région ne voulait pas le faire, déjà de refaire les parkings cet été. Il y avait des trous, c'était dangereux. J'avais rencontré à plusieurs reprises le proviseur. Nous avons fait ces travaux d'urgence, mais les travaux structurels, ce sont ceux, c'est un dossier que suit particulièrement Jean-Pierre Duveyret, c'est la rénovation du parvis des Fontenelles. Nous avons aussi, c'est plus de 5 millions d'euros, les travaux d'assainissement du quartier des Amoureux et de Salengro. Nous avons fait une réunion publique ici, il y a quelques semaines, plus d'une centaine de participants pour redimensionner le réseau d'assainissement qui n'avait pas été revu depuis tant d'années et qui pourrit, ces mots, la vie quotidienne de tous les habitants du quartier. Ça y est, c'est engagé, c'est programmé, c'est financé. Nous aurons bien sûr, dans le cadre de la compétence voirie d'agglomération, la rénovation d'une quinzaine de rues de Louviers chaque année. Ça, c'est dans le cadre de la compétence de l'agglomération. De nouvelles placettes également. L'une, on en a parlé rapidement à travers le projet d'Assiloge ou Mendes France. C'est une placette qui va permettre aussi de réouvrir vers le cœur de ville cet espace. Et puis, nous aurons, dans le cadre de l'île Tourelle Est, et c'était déjà dans les projets antérieurs à notre élection, une placette devant le cinéma. Et tout ça ira de pair avec la construction de nouveaux logements et également l'extension du cinéma avec de nouvelles salles. L'éclairage public avec un programme qui se poursuit, qui s'amplifie avec aussi la rénovation du candélabre et une charte esthétique et une unité pour avoir plus de cohérence dans notre mobilier urbain. Nous poursuivrons bien sûr l'enfouissement des réseaux avec le siège, la rénovation du mobilier urbain, j'en ai parlé, le développement des voies cyclables et la réalisation d'aménagements de sécurité, comme cela a été fait pendant les vacances de la Toussaint devant l'école Jules Ferry, et il y a d'autres lieux sur lesquels il y a des besoins, des demandes d'aménagement de sécurité. Je pense notamment à l'intersection, on pourrait faire un rond-point à l'intersection des routes de Montfort, de la Rue-Massacre et du chemin de la Côte Verte. Enfin, dernier axe 7, des logements supplémentaires et une offre résidentielle pour tous les publics. 4 points. D'abord, le fait d'avoir obtenu l'éligibilité, je parle de Mme Thérèse, présidente de la commission politique de la ville de l'agglomération, du plan d'intérêt régional de rénovation urbaine pour le quartier, les Acacias, la Londe, les Oiseaux. Et avec cette labellisation, nous aurons au moins 2 millions d'euros de financement de l'État et nous avons rempli un dossier de demande de subvention pour des fonds européens qui transitent par la région. À la clé pour l'ensemble du territoire Sanof, ça peut être jusqu'à 5 millions d'euros, dont une partie significative pour ce quartier de Louviers. Le deuxième sujet, c'est l'appel à projet que nous lançons, et j'en parlerai dans un instant, sur l'île Tourelle Est, qui prévoit notamment une centaine de logements à destination des seniors avec une résidence-service. Le troisième sujet, ce sont les programmes immobiliers déjà lancés et qui sont en cours rue d'Ampoule, rue du 11 novembre, et ceux en vue, route de la Vacherie avec une centaine de logements, et les logements qui sont envisagés sur des terrains que le bailleur Habitat, au vu de sa situation financière, souhaite céder. Je pense au terrain de la Cité Commandeur 2, je pense au terrain des Émélines et au terrain de l'ABKM 2, terrains pour lesquels, avec Caroline Rouzet, nous sommes en discussion avec des promoteurs intéressés. Et enfin, il y a le développement de 2 nouveaux quartiers, la Côte de la Justice. Nous avons encore une réunion de travail cet après-midi pour lancer une première consultation sur un lot, en plus de la gendarmerie dont les travaux devraient commencer début 2017 après l'instruction du permis de construire. Et l'écoquartier sur lesquels nous avons un programme de maisons individuelles d'accession à la propriété, où nous travaillons avec des promoteurs pour pouvoir proposer des maisons autour de 150 000 euros. Voilà les grandes lignes de ce plan pluriannuel d'investissement qui vient compléter, nourrir la communication de Jackie Bidot, sur lequel on a eu l'occasion de beaucoup débattre lors de la réunion de la commission préparatoire au conseil municipal mercredi dernier. Et je souhaitais vous en faire part ce soir, même si c'est lors du débat d'orientation budgétaire, à l'occasion de l'examen à la fois du plan pluriannuel d'activité et d'investissement que nous aurons l'occasion d'en parler. Y a-t-il sur ces points des demandes de parole? Oui. Le travail d'un maire est un rude travail, difficile, et c'est pourquoi on aurait tort, je crois, de vous accorder ce soir, monsieur le maire, un long discours d'autosatisfaction qui s'apparente, il faut bien le dire, si on fait la relation entre ce que vous annoncez, ce qui a déjà été lancé par notre propre équipe, et ce que vous annoncez, qui s'apparente à un conte des mille et une nuits, alors profitez-en.
Merci. Nous allons passer au point suivant de l'ordre du jour, qui est une communication sur le projet Louviers Cœur de Ville. Alors, il y a eu une réunion publique mercredi dernier au Moulin. Deux points sur cette communication. D'abord, le projet de halle semi-couverte sur la place de la Halle. Aujourd'hui, ça c'est un constat que j'ai pu évoquer lors de la réunion publique, c'est qu'à Louviers, vous avez 4 places structurantes, la place Torel, la place de Chambly, la place de la République, la place de la Halle. On a la chance d'avoir un marché qui est très dynamique sur la place de la Halle, et l'objectif c'est d'embellir cette place et de réfléchir aussi aux usages d'une halle avec des contraintes qui sont également des contraintes bien légitimes des commerçants qui souhaitent qu'on puisse conserver sur la place de la Halle du stationnement pour les jours où il n'y a pas de marché. Et en même temps, notre ambition c'est de pouvoir avoir ce nouveau lieu qui n'est pas une halle couverte, qui est une halle semi-couverte, qui doit être aussi un trait architectural sur la place de la Halle, et qui doit aller de pair avec l'ensemble de la place des façades également, pour redonner un peu du lustre, de l'attractivité à cette place. Il y a eu un appel d'offres qui a été lancé, parce que ça c'est la procédure juridique, avec, on a reçu à peu près, je crois de tête, 35 projets d'architectes, il y en a eu 3 qui ont été présélectionnés et un qui a été retenu. Donc la concertation, pour des raisons juridiques, ne pouvait pas porter sur cet aspect-là. En revanche, l'architecte retenu est venu présenter les grandes lignes de son projet, et la concertation a commencé mercredi dernier, mais se poursuit le 8 décembre, pour justement évoquer à la fois la question des matériaux, la question de la volumétrie, de la hauteur, la question des usages, et le calendrier des travaux pour cette halle semi-couverte qui est financée pour 50% par un fonds de concours, puisque vous savez, de l'agglomération, puisque dans le cadre des fonds de concours, chaque commune de l'agglomération, au prorata du nombre de ses habitants, a droit à un certain montant. La ville de Louviers en tout a jusqu'à, je crois, 1 500 000 € de fonds de concours en droit commun, en dehors du contrat d'agglomération, et nous allons solliciter, puisque le projet de la halle, c'est 1 million 2, 1 million 3, 50% sur le fonds de concours. L'objectif, donc, c'est à partir du 8 décembre prochain, de pouvoir, avec l'architecte, qui là vous présente à la fois une vue aérienne avec un système de toit en pyramide et une vue intérieure, de réfléchir à tous les aménagements possibles, au choix des matériaux, aux usages et au calendrier des travaux. Je ne suis pas plus long là-dessus parce qu'on a eu l'occasion d'en parler et on va continuer à pouvoir évoquer le sujet, mais je souhaitais vous faire part de ces, puisque nous ne les avons pas la semaine dernière, de ces vues notamment de hauteur et d'intérieur de cette halle. Le deuxième sujet, je vous propose après d'ouvrir le débat sur l'ensemble des deux sujets, c'est l'îlot Torel Est. Alors l'îlot Torel Est, il y avait un projet, une étude qui avait été menée par l'ancienne équipe municipale. Par la case, ah oui, c'est comme le centre aquatique intercommunal. Oui, vous avez raison. Il faut le rappeler parce que souvent on entend des... Bah oui, ça a coûté quand même 1 million. Et donc, nous avons... Je vous poserai la parole tout à l'heure. Non, je pense que nous ne gaspillons pas l'argent. Alors sur l'îlot Torel, l'objectif, en effet, nous avons inscrit au contrat d'agglomération à travers le PFN, le fonds friche, la réhabilitation du bâti couvert sur l'échelle. L'objectif étant bien sûr de conserver une partie des façades qui font partie du patrimoine et de l'architecture de la ville, et de construire à la fois des logements, d'avoir des services, et d'avoir dans les logements, il y a aujourd'hui des vraies demandes dans tous les contacts qu'on a pour des résidences-services, des résidences seniors. L'avantage c'est qu'on est en centre-ville, donc ce sont des personnes qui peuvent se déplacer à pied ou par les transports en commun mais qui n'ont pas forcément besoin d'avoir une voiture. On a de toute façon l'obligation de réaliser un certain nombre de parkings par rapport au PLU, et donc les objectifs du projet, c'est d'avoir cette mixité entre du logement pour seniors, de l'accession à la propriété, une partie probablement de logement social, des services, des cases commerciales en centre-ville, et d'avoir, ce qui était d'ailleurs envisagé dans l'étude précédente, et ce qui est une très bonne idée, d'avoir cette placette au niveau, et cet axe ouvert au niveau du cinéma, pour avoir un lieu de vie, si possible une offre aussi de restauration pour les personnes qui vont au cinéma. Il y a déjà un restaurant, mais il faut redynamiser cet axe. Donc avec la case, nous avons travaillé à un appel à projet dont la publicité sera faite dans les prochains jours. L'objectif que nous poursuivons, c'est de pouvoir avoir des réponses à cet appel à projet
d'ici le 31 mars et de pouvoir faire un choix sur un projet d'ici le premier semestre, la fin du premier semestre 2016, et de pouvoir avancer par phasage pour commencer rapidement ces travaux qui vont mobiliser des fonds privés, mais pas des fonds du contribuable. Voilà cette présentation que je souhaitais vous faire, et vous voyez ici la voie traversante avec la placette au niveau du cinéma. Sachant qu'il faudra articuler à la fois les travaux sur l'île Torel Est, des travaux sur la place Torel. Pour la place Torel, la concertation commence en début d'année pour une enquête publique qui aura lieu à l'automne, et après il faut bien organiser les deux pour que parce qu'on va avoir un aspect de façade à la fois sur la place Torel pour l'île Torel Est et sur les portes de l'eau, mais que tout ça puisse bien s'organiser et se compléter. Voilà la présentation que je souhaitais faire. Y a-t-il des demandes de parole? Monsieur Martin, vous avez la parole. Une rectification concernant ma première intervention. J'ai parlé devant l'incohérence manifeste entre la liste des travaux que vous présentez et les chiffres que vous mettez en regard. J'ai parlé de Contes des mille et une nuits. Non, il faut faire référence à une histoire plus municipale et dire qu'il s'agit des contes d'Haussmann. Oui, c'est pas le conte de nouvelles. Alors vous avez présenté le projet de la place de la Halle comme étant le grand projet de votre mandat. Il semble, et c'est très dommage pour la concertation en amont, que ce grand projet ne mérite même pas l'organisation d'un concours d'architectes. Vous savez ce qu'est un concours d'architectes, vous vous êtes contenté, et je me demande d'ailleurs si vous n'étiez pas au-dessus du plafond que la loi vous autorise, je vérifierai ce point-là, mais vous êtes contenté d'une mise en concurrence sur esquisse qui ne permet pas de rendre effectivement des projets réellement travaillés. L'architecte appréciera. Oui, mais je m'en fous complètement. Tous les architectes connaissent bien la différence entre une mise en concurrence sur esquisse, sur simple esquisse, et un véritable concours d'architectes qui permet de surcroît une concertation très élargie en amont du projet. Parce que quand même, il y a un problème. Vous avez, c'est la réaction générale qu'on a pu entendre à la sortie de la réunion de l'autre soir. Oui, ne m'interrompez pas, monsieur le maire. Hein, soyez courtois. Donc, à la réunion de l'autre soir, ou de la vie générale, tout le monde disait, on se fiche de nous, on nous prend pour des quiches, puisque on nous amène à une concertation, le projet sera présenté au conseil municipal 3 jours après, 4 jours après, et le permis de construire déposé le lendemain. Bon. Passons. Donc, vous allez doter la place de la Halle d'un parapluie pour automobile, d'un parapluie en tôle. Bon. Sur le plan architectural, une première remarque. C'est pas avec ce projet-là que l'Oublié va continuer à gagner des grands prix internationaux d'architecture, ni être cité dans les revues internationales d'architecture, comme ça a été le cas sur au moins 3 réalisations précédentes. Ce projet n'est ni beau, ni laid, il est banal. Il est banal et surtout, il n'y a aucun travail qui... Mais oui, vous voyez que c'est vous qui me le moteur de trouble, c'est vous le trublion. Hein, ça, vous ne les aimez pas. Hein. Donc ce projet est banal. On peut prendre ce projet et le transposer sur n'importe quelle aire d'hypermarché, à Barcelone, Milan, San Remo, Paris, n'importe où en France, et même Laval, où il faut trifouiller les oies. C'est un projet d'une banalité standard. Ensuite, comme me l'a fait remarquer un commerçant de Louviers, pour développer l'attractivité du centre-ville,
vous avez fait, dans la démarche, la moitié du chemin, mais vous n'êtes pas cohérent. Parce que, vous avez parlé des contraintes. Bon, ça va servir à quoi? Alors c'est un élément de décor, j'ai dit ce que j'en pensais, ce que la plupart des gens en pensent. J'ajoute que sur l'attractivité de Louviers, en fait, vous vous en souciez comme d'une guigne, parce que lorsqu'un quotidien national invite l'ensemble des Français à visiter la réalisation louviérienne qui a obtenu effectivement des grands prix internationaux, et que ce quotidien national invite tout le monde à visiter l'école de musique et le code des pénitents, vous trouvez l'occasion de fermer l'équipement. Bon, passons. Ce qui montre bien quel intérêt vous apportez à l'attractivité de la ville. Donc, à quoi va-t-il servir? Quelle est la fonctionnalité? Ça aurait pu être intéressant, et cette réflexion ne vient pas de moi, elle vient d'un commerçant de Louviers. Si vous vous étiez donné les moyens d'en faire un lieu d'animation. Mais, vous l'avez dit vous-même, comme vous n'apportez aucune solution au niveau du parking, bah, ça servira pendant toute la semaine de parapluie à bagnole. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Par ailleurs, le jour du marché, comme là encore, on n'avait pas eu l'ambition de faire, et je reviens un instant sur le passé, cette idée de halle couverte, elle n'est pas neuve, hein. C'est l'arlésienne. D'autres maires avant moi et avant vous en avaient eu l'idée. Nous avions fait faire une étude que vous avez bien sûr égarée, puisque vous avez l'habitude d'égarer ce genre de choses, comme vous avez égaré l'étude sur l'îlot Torres-Est. Non, jamais. Bon, donc, il y avait une étude de fait sur cette possibilité de construire une halle faite par l'école d'architecture de Rouen, hein, les gens des Adars, ça ne s'appelait pas les Adars à l'époque, et nous avions dit que ce projet, un, c'était pas une priorité, et deux, qu'on ne pouvait pas le faire parce que, ou bien on allait jusqu'au bout, comme le disait le commerçant que je citais tout à l'heure, ou bien on allait jusqu'au bout et on faisait un véritable projet, mais à ce moment-là, l'ampleur du projet qui devait déborder non seulement de l'aire centrale de la place de la Halle, mais peut-être aussi déborder dans l'aire adjacente, était impossible à financer. En tout cas, c'était pas une priorité de financement, ça c'est parfaitement clair. Il y avait d'autres choses à faire. On avait des écoles à construire et des restaurants scolaires, notamment, à l'époque. Et donc, quitte à mal faire, autant ne valait ne pas faire du tout, parce que c'était pas une priorité. Et bon, faire un parking aux bagnoles, bon, c'est pas forcément, ça casse pas trois pattes dans un canard. Et que vous ne pourrez pas. Donc la solution a été, pour être cohérente, de faire du parking souterrain place de la Halle, permettant ainsi, en surface, de faire un lieu d'animation sous le parapluie. Il fallait faire un parking souterrain. Bon, vous êtes arrêté, ou faire, comme nous en avons eu l'intention, le parking semi-enterré de la place de la République. Bon, ça aurait été cohérent, parce que il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. L'attractivité du centre-ville de Louviers, enfin ce qui gêne l'attractivité du centre-ville de Louviers, c'est pas le fait qu'on mette un parapluie sur les autos, c'est l'absence, c'est la difficulté de stationnement, c'est évident, tout le monde le sait. Bon, on a mis en place le double, on a fait des tas de choses, mais bon. Donc si vous aviez mis en place du parking sous le parapluie, oui, là c'était cohérent, et vous pouviez utiliser ça pour d'autres usages, et notamment pour de l'animation en semaine. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais le soir, quand les commerces sont fermés, on pourra faire des animations. Bon, là, c'est les riverains qui vont gueuler parce que ça va faire du bruit. Bon, donc c'est un projet qui n'est pas très cohérent, c'est un projet banal. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que, voilà, pendant 2 ans, vous avez véhiculé le bobard qui vous a permis d'être élu, que la ville était en difficulté financière, que la ville ne pouvait pas rien payer, et d'un seul coup, au moment même où vous avouez que vous êtes incapable d'offrir un livre aux enfants des écoles, 6 000 €, vous sortez un projet à 9 millions. Alors 9 millions pour un parapluie en tôle, excusez-moi, c'est tout à fait comparable au prix de la reconstruction de l'école Jules Ferry. 6 millions. Le contrat que vous aviez signé avec l'architecte, que vous remboursez aujourd'hui, c'était 6 millions. Donc 9 millions pour un parapluie en tôle, alors que vous ne pouvez même pas
même pas payer un bouquin aux enfants, ça fait bizarre. D'autant que, quand on regarde les chiffres sérieusement, vous savez très bien que vous avez très légèrement amélioré l'autofinancement, mais que vous êtes loin d'arriver à l'heure actuelle à l'autofinancement que nous avons maintenu pendant des années durant, sans augmenter les impôts. Ce qui nous laisse à penser qu'effectivement, voilà, il faut choisir. Ou bien vous avez raison, quand vous supprimez les livres aux enfants, quand vous supprimez le cinéma au primaire et le livre des enfants au maternel, parce qu'effectivement la ville est en difficulté financière, mais à ce moment-là, vous ne mettez pas 9 millions d'euros sur un parapluie. Très bien. Avant de donner la parole à Camille Mouzet, donc évidemment le projet n'est pas à 9 millions d'euros. C'est ce que vous avez annoncé. Moi, je vous laisse responsable de vos chiffres. C'est le chiffre qui a été donné là. Le projet de la semi-couverte, monsieur Montbotella, était à 1 200 000 euros, dont 750 000 euros de fonds de concours de l'agglomération. On verra. Quant à la distinction entre une section de fonctionnement et une section d'investissement, je voudrais juste, puisque des personnes regardent sur Internet, souligner que M. Martin a souvent les mêmes méthodes que les partis d'extrême qu'il combat, c'est-à-dire plus c'est beau, plus ça passe. Les dernières en date étant maintenant qu'on nous accuserait de faire payer la salle Permanence France, la salle des colonnes. Donc en fait, on balance des fausses informations en disant qu'il restera toujours quelque chose, et notamment sur les finances de la ville. Oui, nous sommes en train de restaurer les finances de la ville. Oui, si nous pouvons aujourd'hui financer un programme d'investissement à 17 millions d'euros à la charge de la ville, c'est justement parce que nous avons rétabli une capacité d'autofinancement en 18 mois sans augmenter les impôts. C'est faux, elle est au même niveau. Elle est au même niveau. Elle est au même niveau. La capacité d'autofinancement d'urbanisme. Camille Mouzet. C'est pas vrai. Pas vrai. Donc, il s'agit, au vu de tout ce qui vient d'être dit, d'autoriser Monsieur le maire à délivrer le permis de construire pour la halle, donc semi-couverte de la halle au Drapier. Je pense que toutes les questions et les réponses ont été données, donc je procède au vote. Qui vote contre? Ah, alors, monsieur Assard, vous avez la parole. Énumérer tout ce que vous aviez faire, j'ai pensé qu'on était à quelques jours d'une élection. Je me dis, tiens, il va donner ça, ou il va voir que je travaille. Alors, tout compte fait, tout ce que vous avez proposé, il y en aura à peu près que la moitié de fait. On a eu le même cas avec Franck Martin de la ville, vous avez fait tout un éloge qu'il fallait verser la ville, et tout compte fait, il n'a pas fait grand-chose, et je pense que vous êtes parti pareil. Et ce que disait Pasqua, il dit les promesses engagent que celui qui les écoute. Je crois que c'est ce que je veux dire. Voilà. La seule différence, c'est que tout ce qu'on a dit qu'on allait faire au printemps 2014 jusqu'à la fin de l'année 2015, on l'a fait. Pour l'instant, vous n'avez rien fait. Pour l'instant, vous n'avez rien fait. Rien fait de structurant. On passe au la patinoire, je peux vous dire, monsieur Martin, que elle est bien engagée. Vous avez remplacé le compresseur. Oui. Mais c'était prévu, là. alors, donc je passe au vote. Qui vote contre? Oui, explication de vote. La suppression du cadeau de Noël aux enfants nous incite à voter contre ce projet. Le financement nous apparaît être fait sur le dos des enfants de Louviers. Voilà, monsieur Martin confond le fonctionnement et l'investissement, mais il n'a qu'à l'air que. Donc, qui vote contre? Parfait. Qui s'abstient? Je vous remercie. Je pense que nous proposerons que cette halle prenne le nom de Nelson Mandela. Monsieur Assard, vous êtes. Faites de l'humour, faites de l'humour. Monsieur Assard, vous êtes abstenu ou vous avez voté contre ou pour? Vous êtes abstenu. Monsieur Assard, c'est abstenu. Délibération suivante, Jackie Bido. Donc cette délibération porte sur les délaissés de la SAPN, et ces délaissés concernent les ronds-points Guy Dubéquet et de Folleville à la sortie de la 154, qui sont aujourd'hui la propriété de la SAPN. Donc après de longues discussions avec la SAPN, le principe de la reprise par la ville pour la partie centrale des ronds-points et par le département pour la partie voirie a été acté. La SAPN a également accepté de verser une soulte à la ville pour l'embellissement de ces deux ronds-points. Avez-vous des questions? Moi, je crois qu'il faut remercier les fonctionnaires de la CAD
voient leur travail aboutir. Pendant de longues années, les fonctionnaires de la case ont bossé sur ce dossier avec les différents présidents de la case. Aujourd'hui, ça arrive enfin à maturité. Mais il faudra quand même regarder le détail, hein, parce que la SAPN, on a l'habitude de se faire avoir dans les coins. Je me souviens d'un président de la case de l'époque qui n'était pas très efficace sur ce dossier-là, que j'ai évidemment mené pendant de nombreuses années, et tu nous as montré à ce moment-là. J'avais commis l'erreur de te confier le dossier, c'était une grave erreur. Ta totale incohérence et incompétence, mon cher Franck. C'est un dossier qui aboutit, et on s'en félicite que ce dossier enfin aboutisse. Et il y aura d'autres délibérations sur le sujet. Mais j'ai pu constater vraiment que tu avais peu d'influence dans les différents... c'était de confier le dossier. Très bien, merci. Merci, tu as bien fait, tu vois, je l'ai fait aboutir. On va passer au vote. Non, c'est Régis Petit. Qui est contre? Une voix contre, M. Vassar. Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante, Caroline Rouzet. Il s'agit du passage dans le domaine public de la commune d'un ensemble de voiries qui se situe rue François de Malherbe, appartenant à la Sécomine, qui en fait n'avait jamais fait le transfert de propriété à la ville. Donc c'est chose faite suite à une délibération de la Sécomine. C'était une anomalie qui était restée en suspens pour maintes raisons. Donc dans cette rétrocession, il y a tout de même 2 parcelles qui sont cadastrées et qui ne seront pas concernées par un classement dans le domaine public puisqu'ils seront vendus à des particuliers pour agrandir leur terrain. Et les modalités de cette cession seront vues dans une prochaine séance du conseil municipal. Voilà, donc le but est de valider l'acquisition. Alors attendez, parce que M. Martin et M. Vassar négocient ensemble, et donc ce serait bien d'écouter la rapporteure plutôt que d'avoir des conciliabules entre le Parti radical de gauche et le Front National, s'il vous plaît. Non, mais j'ai une nouvelle, M. Vassar, pour le laxisme envers les condamnés. Bon, je demande de laisser vous parler de ce sujet, c'est sérieux, et merci. Si vous voulez quitter la salle, c'est autre chose. Donc, Caroline Rouzet. C'était resté en plan, mais ça n'avait pas été fait. Caroline. Donc, je vous propose de valider l'acquisition par la ville à titre gracieux des parcelles constitutives de la rue François de Malherbe, de valider leur classement dans le domaine public communal et d'approuver le principe d'une régularisation à venir pour les 2 parcelles accédées aux particuliers propriétaires des parcelles voisines. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Donc, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Délibération suivante. Alors, c'est dans le même ordre d'idées. Il s'agit cette fois-ci de la rue Auguste Fromentin et des parcelles communales de la rue des Pompiers. Suite à la restructuration de l'îlot de la mairie initiée en 1998, la rue Auguste Fromentin a été créée entre la rue des Mûriers et la rue Clermont-d'Esfrance. Cette rue fait partie depuis sa création du domaine privé de la commune, ce qui n'est pas très logique, et on propose donc, comme elle est ouverte à l'usage du public, notamment la circulation, il convient de la faire basculer dans le domaine public communal. La case gestionnaire des voiries a donné un avis positif à cette opération le 24 septembre 2015. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? C'est vrai que ça aurait pu être fait avant. Oui, ça aurait pu être fait avant. Comme beaucoup d'autres choses. Voilà. Mais enfin, ils avaient tellement de choses à faire. Voilà. On en a fait tellement. Et il y avait des choses tellement importantes. Alors, je propose de valider le basculement des parcelles cadastrales correspondant à la rue Auguste Fromentin du domaine privé de la commune vers le domaine public communal. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dernière délibération. Alors, il s'agit d'une amende qui était due par les époux Fileron dans le cadre de construction sur le lotissement du Défend 1. Il est arrivé que lors de la construction de leur résidence principale, l'entrée de la propriété n'avait pas été faite à l'emplacement qui avait été prévu, mais dans un emplacement pas du tout approprié, puisque l'entrée, en fait, le portail donnait sur le carrefour, d'où une dangerosité avérée.
Nous avons été portés partie civile dans le cadre d'un recours qui avait été exercé. Les époux Fileron ont été condamnés en septembre 2015 à faire les travaux et à 2 000 € de dommages et intérêts. Dans la mesure où ils ont réalisé l'ensemble des travaux, il est proposé que les 2 000 € de dommages et intérêts leur soient faits en remise gracieuse. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Oui, moi, ça me pose une grosse question. Parce Que c'est une décision de justice, quand même. Non bon. Ensuite, Madame Rouzet, est-ce que vous pouvez me dire, et j'en tiendrai compte, en regardant les yeux dans les yeux, que les travaux de conformité ont bien été faits et que l'accès par le portail central ne se fait plus. Il n'en reste pas moins, mais c'est pas, les époux Fileron se sont mis en contradiction avec la loi en connaissance de cause, parce qu'ils avaient été dûment prévenus pendant la construction de leur logement. C'est donc en toute connaissance de cause qu'ils se sont mis en contravention. La ville a exercé, effectivement, puisqu'il n'y avait pas moyen de leur faire entendre raison pendant plusieurs années, a exercé finalement, a dû s'adresser à la justice pour que les époux Fileron fassent cesser ce danger à la sécurité publique, parce que quand même, il faut le faire. Faire sortir sa sortie de garage en plein milieu du carrefour, c'était quand même extrêmement dangereux. Ensuite, moi je ne comprends pas comment on va dispenser d'une amende pénale, d'une disposition de justice, et surtout la ville a subi quand même un préjudice là-dedans, moins moral, parce que pendant ce temps-là, la sécurité des Nevériens était en cours. Et je me demande quels arguments ont bien pu employer les époux Fileron pour ce laxisme qui consiste à rembourser une amende prononcée par une autorité de justice. Moi, ça me pose question sur le plan des principes. Parce qu'après, si vous voulez, comment allez-vous, Madame Rouzet, faire respecter le droit de l'urbanisme? Puisque quand les gens sont condamnés, la ville les rembourse. Attendez. Bon, c'est quand même un peu extraordinaire la démarche. Enfin, on voit comment, effectivement, vous considérez les intérêts de la ville, mais on sait que pour la droite, les intérêts privés priment toujours. Oui, alors, premièrement, je vous confirme, droit dans les yeux, s'il fallait que les travaux ont bien été effectués. J'en prends acte. Vous pourrez aller vérifier. Autre chose, sur le point des 2 000 € dont on va faire la remise gracieuse, on a considéré justement qu'il s'était plié à la volonté du tribunal de faire les travaux et que tout était par souci de générosité dans la mesure où c'est une famille en difficulté financière qui a demandé un étalement pour ses travaux, que l'on a accepté. Je ne voyais pas pourquoi on aurait enfoncé le clou de façon supplémentaire alors que tout a été respecté. C'était une décision qui permettait à ces personnes-là de mettre éventuellement ces 2 000 € dans autre chose. Et quelle crédibilité aurez-vous par la suite vis-à-vis des gens qui se mettent en Ce n'était pas une décision pénale, c'était une décision administrative, je reprends ce que vous avez dit. On a oui, tribunal administratif, effectivement. Oui, donc c'était pas pénal. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas nous. Je ne fais que reprendre. Ah bon, c'est une décision de justice. C'est une décision de justice, mais rien ne n'empêche d'être un petit peu intelligent et d'accepter une remise gracieuse. Très bien, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Alors, Monsieur Vassar a demandé la parole. Moi, je suis d'accord avec vous d'avoir fait la sanction de cette amende, parce que s'il y avait eu des bonnes négociations, on n'aurait pas été au tribunal. C'est toujours embêtant de mettre ses administrés au tribunal, M. Martin. Et ce sont des ouvriers, je pense qu'on peut quand même leur faire ce cadeau-là. Nous notons que le Front National est contre l'exécution des peines. Oui, vous faites déjà, quand il y avait de la délinquance, vous les soutenez. Ah ben c'est vous qui demandez. Non, non, c'était vous qui les soutenez. Non, on a eu assez de problèmes avec vous, avec la délinquance à Louviers. Ok, nous allons passer au vote. De mon temps, on ne réglait pas ses comptes à coups de fusil. Hein. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Donc qui est contre? Personne n'est contre. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Abstention du groupe Bravo Louviers. Je vous remercie. Merci. 3 délibérations relatives au personnel municipal. La première délibération concerne
L'adhésion est proposée au service de médecine préventive du centre de gestion de l'Eure. Donc il est proposé donc aujourd'hui le centre de gestion de l'Eure assure pour le compte des collectivités affiliées des missions obligatoires, mais là, des missions obligatoires. Le centre de gestion se positionne aussi en tant que partenaire pour la mise à disposition d'autres missions ponctuelles. Parmi celles-ci, il y a notamment la surveillance médicale des agents et les actions sur le milieu du travail. Et donc il est proposé au Conseil d'autoriser la signature d'une convention au service de médecine préventive du centre de gestion de l'Eure. Y a-t-il des demandes de parole? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante. Elle concerne l'indemnité forfaitaire représentative de suggestion aux travaux supplémentaires. Et donc, selon l'arrêté de 2002 fixant les montants des indemnités de suggestion aux fonctionnaires des corps et conseillers techniques d'éducation spécialisée, il est apparu qu'il y avait une omission dans notre système qui ne permettait pas aujourd'hui de verser cette indemnité au grade du cadre d'emploi des éducateurs de jeunes enfants. Donc cette délibération, elle vise à remédier à cette omission pour leur permettre de bénéficier, comme les autres catégories, du versement de cette indemnité. Y a-t-il des demandes de parole? Non. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et dernière délibération, elle concerne le personnel communal avec la modification du tableau des effectifs. L'objet de cette délibération, et c'est dans tout le travail un peu d'assainissement aussi qui est fait pour être au clair, l'objet de cette délibération, c'est de réajuster l'écart non justifié qui existe entre l'effectif budgétaire et l'effectif réel afin de faire coïncider le tableau des effectifs aux réalités du service. Et ce réajustement permettra d'anticiper les arrivées de nouveaux agents recrutés sur les postes laissés vacants par les départs et de préparer, pour ce que l'on connaît, les promotions internes et les avancements de grade 2016. Y a-t-il des demandes de parole? Monsieur Bassard. Je constate que vous supprimez 33 postes et vous en créez 36. Alors, c'est on est sur des effectifs budgétaires. Oui. On n'est pas sur des effectifs réels, on est sur des effectifs budgétaires pour faire coïncider la réalité aux effectifs budgétaires. Mais si vous en avez plus, il va falloir donner plus d'argent. S'il n'y en a pas de plus, vous devez pas les payer. Non, parce que la question n'est pas uniquement le nombre, mais les coûts que ça représente pour chacun. Et le cadre d'emploi, voilà, c'est pas uniquement le nombre de postes. Voilà, ils ne sont pas forcément pourvus, tout à fait. Mais merci, M. Canivet, de faire l'explication du texte. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Je vous propose, avant de répondre, de laisser la parole à l'opposition qui a un certain nombre de questions, de donner la parole à Céline Léman pour nous proposons le vote d'une motion qui est relative au territoire de santé et au groupement de santé et qui impacte le CHI de Elbeuf, Louviers, Val-de-Reuil. Céline Léman. Il faut appuyer sur votre micro. Bonsoir à toutes et à tous. Parlez bien dans le micro, Céline. Je remercie Monsieur le maire de me donner la parole pour vous présenter la motion votée lors du dernier conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil le 15 octobre dernier et qui nous semble essentiel d'approuver ce soir. Cette motion fait suite à une décision du directeur de l'ARS d'intégrer le centre hospitalier d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil dans le groupement hospitalier du territoire de Rouen-Elbeuf et qui comprend le centre hospitalier universitaire Charles Nicolle. Je vais peut-être commencer par rappeler ce qu'on entend par groupement hospitalier de territoire. Ces groupements ont été annoncés dans le cadre de la loi santé portée par Marisol Touraine et adoptée en avril 2015. Les groupements hospitaliers de territoire, ou GHT, sont un nouvel outil visant à intensifier la collaboration des établissements. Chaque établissement public de santé devant adhérer à un groupement hospitalier de territoire avant le 1er janvier 2016. Les établissements membres d'un même groupement hospitalier de territoire devront présenter un projet médical partagé qui organisera la prise en charge des patients. Ce projet médical partagé intégrera toutes les spécialités et déterminera les activités à mutualiser. Je propose de reprendre avec vous certaines parties de la motion telle qu'elle a été adoptée le 15 octobre dernier. Le texte complet est reporté en fin de document de notre préparation du Conseil. Le Conseil de surveillance décide de voter la motion relative au groupement hospitalier de territoire ci-dessous. Suite à l'annonce de Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé, le Centre Hospitalier Intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil doit intégrer le groupement hospitalier de territoire du territoire de Rouen-Elbeuf, comprenant notamment le CHU de Rouen.
Ce groupement hospitalier de territoire représentera la couverture sanitaire publique de 820 000 habitants, alors que par ailleurs le groupement hospitalier de territoire du territoire de Dieppe couvrira 160 000 habitants, une taille équivalente à celle du territoire de proximité que représente actuellement notre CHI. Si les objectifs poursuivis d'amélioration du parcours des patients peuvent être alimentés par les relations proches entre le CHU et le CHI, les coopérations existantes, les postes médicaux partagés, il est à craindre que ce regroupement ne donne aux médecins du centre hospitalier intercommunal le sentiment de retrouver le lien hiérarchique qu'ils ont pu connaître durant leurs études. Dans ce même centre hospitalier universitaire, pour la plupart, étaient professeurs des universités. Il serait dommage qu'en voulant améliorer des relations médicales déjà efficientes, le groupement hospitalier de territoire conduise certains médecins à quitter le territoire d'Elbeuf-Louviers, soit pour une autre région, soit pour un exercice libéral dans les cliniques privées rouennaises. Cela ne serait pas bénéfique pour la population prise en charge par notre centre hospitalier intercommunal, population reconnue comme particulièrement précarisée et dépassant les frontières du département du fait de l'implantation du CHI à Louviers, avec de nombreuses consultations avancées de spécialistes. Une étude très récente démontre qu'une grande partie de la population prise en charge par le centre hospitalier intercommunal demeure dans l'heure et sera donc fortement éloignée du centre hospitalier universitaire de Rouen si des activités venaient à être regroupées sur Rouen. La démographie médicale, très basse dans cette zone, impose la conservation de l'ensemble des spécialités médicales au centre hospitalier intercommunal, car l'hôpital est le seul recours possible aux spécialistes, avec le maintien et le développement d'un corps médical compétent tel qu'actuellement. D'autres points ont également été soulevés lors de cette séance et font partie de la motion. Je ne vais pas forcément les citer là parce qu'elles sont beaucoup plus techniques. Elles concernent par exemple la direction de l'information médicale et le déroulement des commissions médicales d'établissement. Mais simplement, c'était vraiment pour que l'on mette en évidence que l'éloignement géographique sera pénalisant tant sur le plan strictement déplacement de notre population à Louviers, mais également psychologique, parce que l'on connaît les réticences à se déplacer jusqu'au loin pour un certain nombre de personnes autour de nous. Dans un territoire déjà fragilisé par la démographie médicale en baisse, la conservation de l'ensemble des spécialités médicales existantes sur le site de Louviers nous semble primordiale. Et c'est pour cette raison que le conseil municipal se propose ce soir d'adopter et de soutenir la motion du conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal votée le 15 octobre dernier. Merci, Céline. Y a-t-il des questions? Rapidement, M. Martin. Bon, les problèmes d'organisation territoriale de la santé sont extrêmement complexes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cette motion me pose problème. Honnêtement, elle me pose problème. Il y a des bonnes choses dedans, il y a des choses qui m'apparaissent plus relevées d'un intérêt corporatiste. Et c'est un petit peu un pâté d'alouette, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'intérêt général et beaucoup de corporatisme là-dedans. Bien évidemment, les objectifs et les souhaits émis dans cette motion, nous les partageons totalement. Lorsque nous avons négocié la fusion de l'hôpital de Louviers avec l'hôpital d'Elbeuf, c'était bien évidemment pour que des spécialités se développent à l'hôpital de Louviers, ce qui a été fait à la satisfaction générale, et que surtout, l'hôpital de proximité continue de jouer ce rôle de proximité. Alors là, on nous dit, oui, mais attention, si on fusionne avec le CHU, les gens vont devoir aller au CHU. Non, ça peut aussi être l'inverse, c'est-à-dire que des spécialités actuellement au CHU peuvent venir, ça m'étonnerait parce que ça passe d'abord par Elbeuf, bien évidemment. Vous connaissez le système de l'organisation des hôpitaux. Il y a l'hôpital local, il y a l'hôpital de référence, et puis il y a le centre hospitalier universitaire. Bon. Ça pose quand même, parce que les souhaits qui sont exprimés dans cette motion, je suis tous d'accord pour qu'ils soient respectés, et qu'il n'y ait pas dévitalisation de l'offre de soins, il n'y a pas ça. Maintenant, dire que les médecins seront soumis à l'autorité hiérarchique du CHU, moi je m'en tamponne. Je veux dire, ça, franchement, j'en ai rien à foutre, c'est pas le problème. Hein, et c'est pas le problème des élus de Louviers de faire en sorte que les médecins d'Elbeuf ne soient pas soumis, si au contraire, comme ils le reconnaissent eux-mêmes, ça développe des relations plus soutenues et plus intéressantes entre, ils le reconnaissent eux-mêmes, ils disent ça peut donner effectivement une amélioration du service rendu. Alors, bon,
c'est quand même une motion Michel Michaud, pleine de bonnes intentions et on ne peut que partager. Que faire? Que faire? C'est pas simple. C'est pas simple. Je crois que j'aimerais quand même que, après tout, voter une motion, ça mange pas de pain. Allez, on la vote, Bon, on va passer au vote. Céline, alors Céline vous donne des éléments de réponse par rapport à vos remarques. Et Céline? Oui, voilà. Oui, alors voilà, simplement une des inquiétudes des médecins, et c'est juste un exemple, parce qu'il y a plein d'autres dimensions dans ce groupement hospitalier de territoire. Donc il faut savoir qu'un certain nombre d'éléments vont être mutualisés, notamment ce qu'on appelle la direction de l'information médicale, et ce sont des médecins qui font la cotation des actes, donc la tarification à l'activité. Tout le monde connaît le système, on fait des actes, on les cote, et on est rémunéré pour ces actes. Donc en fait, ce département-là serait mutualisé avec Rouen. Donc en fait, ce seraient des médecins qui ne seraient pas sur site, qui seraient sur Rouen, qui effectueraient la cotation des actes, qui par exemple pourraient être effectués soit sur le site de Louviers, soit sur le site d'Elbeuf. Donc avec, je dirais, cette perte de proximité, cette perte en fait opérationnelle, il y a un vrai risque que finalement les équipes médicales sur place perdent en légitimité, ou en tout cas le victor comme tel. Vous voulez dire qu'ils pourront plus fixer eux-mêmes le prix de l'intervention. Ah, la cotation des actes, on sait ce que ça veut dire. Non, techniquement, vous êtes médecin, vous connaissez très bien vos patients. Vous êtes responsable d'un service, vous connaissez très bien. La mutualisation des cotations. Oui, mais pour pouvoir coter correctement, il faut travailler en proximité avec les équipes médicales. Alors, Anne-Arlette, vous voulez apporter une précision aussi? C'est ce que j'appelle corporatisme. Ça, c'est vraiment une revendication corporatiste. Ce qui est certain, c'est que vous êtes bien naïf quand même et que vous avez une vraie méconnaissance du milieu hospitalier et notamment des mécanismes de tarification. Là, ce que vous êtes en train de défendre, c'est à peu près comme si vous disiez eh bien, la préfecture d'Évreux pourrait tout à fait fixer la tarification des prestations de la ville. C'est exactement ce que vous êtes en train de défendre comme position. Et par ailleurs, on sait très bien que ce type de réforme et que ce type de groupement vise à mutualiser un certain nombre de choses et donc à centraliser et non plus à décentraliser. Ça veut dire que nous perdrons en proximité sur le territoire de santé de Louviers et nous priverons nos concitoyens pas seulement des actes administratifs. Et si vous ne le savez pas, il faut que vous vous y intéressiez. Laissez Anne-Arlette terminer sa réponse. Et le risque aujourd'hui, c'est de priver nos concitoyens de consultation de spécialistes, d'un établissement de proximité qui apporte un grand nombre de réponses dans par ailleurs un territoire qui est très démuni sur le plan de la consultation libérale. Bien, je m'apprêtais, Madame Terlez, à voter cette motion. Vos explications m'amènent à voter contre. Alors là, sans l'ombre d'un doute, parce qu'effectivement, refuser la mutualisation d'actes administratifs sous prétexte et vouloir que les médecins les fixent eux-mêmes, voilà, ça s'appelle effectivement. On va passer au vote, donc. La cotation des actes, excusez-moi, Alors, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Madame Jacques, c'est son métier. Alors, oui, on est contre maintenant. Alors, contre, 1, 2, 3, 5 voix, Madame Dumont, vous n'êtes pas contre. Qui s'abstient? Jacques Vassar, pardon, vous avez demandé la parole, monsieur Vassar? Excusez-moi, je vous la donne tout de suite, mais alors attendez, on repasse au vote après, du coup. Attendez, rappuyez, monsieur Vassar, sur votre micro, s'il vous plaît. Rappuyez. Vous avez la parole. Moi, je vais voter pour, que j'avais manifesté pour maintenir l'hôpital à Louviers, donc France Matin a laissé partir. Non, il s'est développé. Très bien, nous passons donc au vote. Qui est contre? Donc, contre, 1, 2, 3. Alors, 2, 3, 4, 6 du groupe Bravo Louviers. Qui s'abstient? Merci pour ce vote. En application du règlement intérieur, donc le groupe Bravo Louviers a indiqué 3 questions. Je vous rappelle la règle qui est le temps maximum de 30 minutes, comprenant les questions et les réponses. Souhaitez-vous poser vos 3 questions à la suite et avoir les réponses groupées, ou préférez-vous poser vos questions les unes après les autres et avoir les réponses les unes après les autres, avec le risque de dépasser les 30 minutes? Vous avez effectivement au moins
un talent, monsieur le maire, c'est celui de brouiller la communication. Et donc, lorsque vous baptisez des choses qui se font déjà grande cause municipale, etc., etc. Bon, on en a eu de nombreux exemples au cours de la... Donc, bien évidemment, une fois que vous avez vu que nous posions des questions, vous vous êtes arrangé pour glisser dans le cours des délibérations et du déroulement de ce conseil municipal un certain nombre d'éléments de réponse qui ont préempté nos questions écrites. Après tout, tant mieux. Moi, je ne visais que l'information du conseil municipal à des questions auxquelles vous refusiez de répondre. Bon, les éléments d'information sont maintenant très largement été évoqués au cours des débats. Vous avez brouillé la communication et vous avez effectivement habilement manœuvré. Donc, nos questions posées sur effectivement le malaise que continue et c'est la première question, le malaise que continue d'exprimer le personnel municipal par différents canaux, puisque, on le sait, de nombreux postes ont été supprimés, que des réorganisations de services ont lieu sans y associer le personnel concerné, et que par ailleurs, un climat de méfiance a succédé au climat de confiance qui régnait auparavant, ayant pour résultat, semble-t-il, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que le personnel nous dit, un taux d'absentéisme assez important. Alors, la loi vous oblige à présenter un rapport social. Un rapport social qui doit être présenté au comité technique paritaire. Dans ce rapport social, on trouve un certain nombre d'indicateurs, effectivement, comme son nom l'indique, de l'état des relations, du climat social, de l'absentéisme, et bien évidemment, un état des emplois réellement existants, parce que vous nous communiquez le tableau des effectifs. Dans ce tableau des effectifs, je reviendrai sur le tableau des effectifs. Bon. Donc le rapport social nous apparaît être un élément déterminant, je pense que vous l'avez fait, puisque c'est obligatoire tous les 2 ans, monsieur le maire. Vous l'avez fait, ce rapport social? C'est obligatoire, hein? Vous ne l'avez pas fait? Pourquoi on n'aurait pas fait de surprise pour la faire? Ah bon, d'accord. Donc je demande communication de ce rapport social. C'est le tableau des effectifs? Non, le rapport. Ah, le bilan social, le bilan social, il prend les gens pour des quiches. Le bilan social, il est... Attendez. Mais qu'est-ce que vous avez contre les quiches? Non, c'est pas tout à fait ça. Vous prenez les gens pour des crêpes, mais faites attention parce que les crêpes, on les lance en l'air et puis on les prend sur la gueule. Donc, c'est pas tout à fait. Je vous parle du rapport social. Le rapport social, je vous parle du rapport social. Tous les 2 ans, il y en a eu en 2013, il y en aura un en 2015, bien sûr, évidemment. Donc, je vous demande communication. Ah oui, mais il sera fait sur l'exercice 2015, vous l'aurez en début 2015. Mais on l'a pas fait parce que l'obligation légale, c'est tous les 2 ans, donc on ne peut pas le faire tant que l'année n'est pas terminée. Pour faire un bilan social, il faut juste que l'année soit terminée le 30 novembre. Donc on ne peut pas le faire, c'est pas possible. Il faut que l'année soit terminée, et vous l'aurez, évidemment, c'est la loi en 2016. Mais vous avez quand même une méconnaissance assez forte parce que le bilan social, pour le faire en 2015, on doit juste attendre que l'année 2015 soit terminée, c'est tout. Donc je demande communication. Appuyez sur votre micro pour que je vous redonne la parole. Oui, je vous fais remarquer que vous m'avez à nouveau interrompu. Parce que vous m'avez interrogé, que je vous ai répondu et que vous m'avez coupé. Mais reprenez-le si vous Vous plaît. êtes le grand interlocuteur. Je dirais pas le merus interruptus. Donc le rapport social, nous en demandons donc, car c'est une pièce communicable, même si elle est destinée par la loi au comité technique paritaire. Donc je vous demande communication de ce rapport social dès que vous l'aurez enfin fait, parce que la communication que vous faites du tableau des effectifs ne m'apparaît pas cohérente avec ce qu'il doit être, c'est-à-dire on doit pouvoir mettre la masse salariale que nous votons au moment du budget
en cohérence chiffrée avec le tableau des effectifs. À première vue, parce que nous n'avons eu que quelques jours pour découvrir ce tableau des effectifs, qui nous apparaît très contradictoire, ou alors c'est parce que Patricio ne sait plus faire les additions, ce qui m'étonnerait, qui nous apparaît en tout cas assez compliqué à décrypter, mais en tout cas, une certitude, il ne correspond pas à la masse salariale votée. Ça, c'est une certitude, alors qu'il devrait le faire également. Hein, c'est même pour ça qu'il existe. Donc, merci de nous avoir enfin communiqué des éléments sur la situation du personnel que nous avions demandé et que vous refusiez de transmettre. Nous allons les étudier avec l'attention qu'ils méritent et par ailleurs, nous vous demandons communication, lorsque vous aurez le temps de le faire, du rapport social que la loi vous impose à rédiger. Je ne suis pas du tout certain que le dernier ait eu lieu en 2013 et je ne suis pas du tout certain que vous ne soyez pas déjà hors délai. C'est la première question. Le rapport 2013, il est là, je peux vous le donner, hein, il est là. Ah bah. Il n'est pas hors délai du tout. Vous l'avez, c'est vous, vous étiez maire, monsieur. Non, mais c'est pas le rapport 2013 que je veux. Arrêtez de prendre les gens pour des crêpes. C'est le rapport 2015, bien évidemment. Vous venez de dire, je ne suis pas sûr que le dernier soit en 2013. Je vous dis aussi, le dernier c'est 2013, il est ici. Très bien. Donc comme c'est tous les 2 ans, nous sommes dans les temps. Voilà. Et bien, dès qu'il sera fait, vous nous le communiquerez. C'est parfait, tout va bien. Bon, tout va bien, sauf quand même que le tableau des effectifs que vous donnez ne correspond pas à la masse salariale. Voilà, ça c'est déjà un énorme problème parce que légalement, si on joint le tableau des effectifs à un budget, c'est pour qu'il corresponde à la masse salariale. C'est déjà un énorme problème. Bon, et ce qui donc porte ce... Voilà. En ce qui concerne les rapports avec le culte musulman, si cette demande de communication écrite mérite de faire sortir de l'ombre un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas connus. Et je m'en félicite. Vous savez que lorsque nous sommes arrivés aux affaires, une bonne partie des musulmans de Louviers étaient contraints de se rassembler dans les caves de Maison Rouge, dans des conditions de sécurité qui ne semblaient pas émouvoir les pompiers en service à l'époque. Mais enfin, ils se rassemblaient à plus de 200 dans des caves, sans issue de secours, avec une seule issue, etc. Et surtout, dans des conditions indignes. Donc, j'ai considéré qu'il était de notre devoir, parce que la clandestinité amène forcément la dérive vers la radicalisation, tout le monde en est conscient, qu'il était de notre devoir de faire sortir des caves de Louviers l'exercice du culte musulman. Nous avons pris quelques arrangements avec la loi de 1905 pour aider l'association Maghreb Culture à construire une mosquée dans laquelle, effectivement, l'islam modéré peut exercer sa mission, enfin la mission qu'il s'est donnée, parce que la religion c'est toujours une affaire personnelle et privée, mais enfin en tout cas la mission qu'il s'est donnée dans des conditions de dignité exemplaires. Nous avions été saisis d'une demande similaire concernant l'association turque. Ce sont culturels, même si on peut faire l'illusion du L, c'est pas juridique, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Et tout naturellement, dans le cadre du projet Audresset, pour faire vite, nous avions trouvé la possibilité, par un bail amphithéotique, donc sans affecter les finances de la ville, de confier à cette association un terrain permettant, là encore, l'exercice du culte musulman dans la dignité. Vous voulez leur donner un terrain de 200 000 € d'une semaine? Oui, mais j'en suis fier. J'en suis fier, oui. Oui, je sais que bien sûr. Je crois que la dignité de l'exercice des cultes, alors que je suis un athée militant,
Je crois que la dignité de l'exercice du culte est un élément essentiel de la paix sociale. Tu as l'opinion inverse, c'est ton droit. Donc, et que, me semble-t-il, et les événements récents semblent le prouver, c'est plutôt une urgence et une priorité que de donner aux musulmans des conditions d'exercice dignes de leur culte et de les sortir de la clandestinité. Donc, depuis que j'ai posé cette question écrite, j'ai appris que devant le refus du maire de donner suite au projet tel que nous l'avions défini, l'association avait reçu l'assurance que la reconstruction sur le terrain actuel, terrain qui est composé de remblais et qui cause les désordres actuels et le danger, parce que là aussi, je ne sais pas si la commission de sécurité a été visiter la mosquée rue des Valots, ça ne fait pas partie des travaux Hercule, mais donc là aussi il y a des problèmes de sécurité, et donc ils auraient, me dit-il, obtenu l'assurance du maire que malgré ce terrain remblayé, il y aurait possibilité d'obtenir un permis de construire, dont acte. Et donc voilà, ma question écrite permet d'informer exactement la situation et la position de chacun sur ce problème. J'ajoute que dans les établissements recevant du public, nous avions également le projet d'étendre rue Saint-Jean, le lieu de culte des anciens harkis, des nouvelles générations harkis, qui effectivement posent des problèmes de sécurité aussi, des problèmes de dignité d'exercice. Là-dessus, silence radio, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Alors, on va peut-être déjà sur la mosquée, parce qu'on n'a pas attendu vos questions écrites, parce que ça fait un an qu'on travaille, et Caroline Rosé va vous répondre, parce que le permis de construire, il a été délivré il y a déjà quelques temps. Et j'apporterai des compléments sur les autres mosquées. Alors, il faudra appuyer. C'est bon, Caroline. Alors, effectivement, j'ai l'impression que vous avez un train de retard, parce que le 12 octobre, j'ai délivré en main propre à M. Budac le permis de construire de sa rénovation des bâtiments existants et la création d'un nouveau bâtiment sur le terrain du chemin des Valles. Donc, ça fait déjà un petit moment, quand même. Ils ont même déjà démarré leurs travaux. Et il n'y a pas d'instabilité de terrain? Il y a eu une étude de sol. Donc à partir de là, le permis a été délivré en toute légalité, sans difficulté. Alors sur ce sujet-là, je voudrais signaler deux choses. D'abord, vous avez déclaré, c'est en effet votre responsabilité, d'avoir pris des libertés avec la loi de 1905. Vous savez qu'il n'est pas autorisé de céder à titre gracieux un terrain à une association culturelle. En revanche, il y a l'outil du bail emphytéotique, et j'en viens à la question de la mosquée de la rue Saint-Jean. Et de même que nous avons un outil, parce que ce qu'on a souhaité faire depuis un an, c'est un accompagnement pour la mosquée turque pour faire en sorte de les aider à ce que leur dossier soit conforme aux exigences d'un permis de construire, accessibilité. Enfin, on a eu de nombreuses réunions, et très honnêtement, vous pouvez essayer de polémiquer, sauf que depuis le début, d'abord, on n'a jamais reçu, on n'a jamais eu la moindre formulation de la part des représentants de la mosquée turque des projets que vous évoquiez, parce que je pense qu'ils souhaitaient en effet vraiment, ils avaient un architecte depuis longtemps, ils souhaitaient pouvoir être accompagnés pour que leur projet avance, et c'est chose faite depuis le permis de construire délivré le 12 octobre. Le deuxième sujet, c'est la mosquée de la rue Saint-Jean. Et sur la mosquée de la rue Saint-Jean, c'est un dossier auquel je suis particulièrement attaché, puisque nous étions dans un vide juridique total, et qu'il a fallu que je sollicite quand même beaucoup les services aussi, et l'ancienne direction générale, parce que on est dans une situation de non-droit total. Et donc ce à quoi, oui c'est vrai, ça fait des années que ça dure, c'est pas acceptable. Et donc ce que nous avons souhaité faire, c'est, moi j'ai donné aux responsables de la mosquée de la rue Saint-Jean, depuis un an, mon accord de principe sur le principe d'un bail emphytéotique. J'ai assorti cela d'un projet de leur part, financé de leur part. C'est-à-dire que la municipalité peut faire un bail emphytéotique, mais il faut qu'il y ait l'assurance, et pour des questions de sécurité également, des personnes qui fréquentent ce bâtiment,
que le bâtiment soit aux normes, que les travaux soient réalisés et qu'ils soient financés. Et pour l'instant, notre discussion, elle est sur ce sujet-là parce que je ne peux pas faire de bail emphytéotique dans les conditions actuelles. Donc c'est l'idée d'avoir une réciprocité. Si vous nous présentez un projet qui correspond au PLU et qui satisfait aux conditions de sécurité, moi je vous accorde évidemment le bail emphytéotique. Ça c'est pour les sujets sur... Si vous permettez, on est dans la même situation qu'avant. Voilà. Sauf qu'on avance, qu'on s'est vu à de très très nombreuses reprises, mais qu'aujourd'hui le sujet pour la mosquée de la Saint-Jean, c'est le sujet de son financement. Oui, non, mais je sais bien. Et donc voilà, et c'est pas à la municipalité, ça ne peut pas être à la municipalité, juste en application de la loi de 1905, c'est pas la municipalité qui peut financer cela. En revanche, elle peut, par l'outil du bail emphytéotique, faire quelque chose, et on y travaille. Je peux vous dire qu'avec Dominique Bazet, service technique, Caroline Rouzet, on a de nombreuses réunions là-dessus. Sur votre question du personnel municipal, donc comme nous l'avons indiqué, le dernier rapport social, bilan social date de 2013, donc c'est tous les 2 ans, nous y travaillons. Depuis l'arrivée de la nouvelle direction générale des services, un travail colossal a été entrepris, d'abord de réorganisation des ressources humaines, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, il n'y avait pas de service organisé et d'outils et d'instruments de pilotage des ressources humaines. Et donc c'est ça qui a été mis en place. Je veux aussi préciser que Peggy Benarowitz a occupé par le passé des fonctions aussi de directrice des ressources humaines. C'est un sujet qu'elle connaît bien. Et avec les personnels municipaux, on a réorganisé. Je peux vous dire que ça a été fait dans la concertation et qu'il y a plutôt une adhésion à cette réorganisation. Sur les tableaux, mais vous entendez, je pense qu'en effet on n'entend pas la même chose, vous et moi, mais c'est plutôt rassurant pour nous. Comment faire coïncider la masse salariale par rapport au tableau des effectifs? Vous savez que l'acte budgétaire, c'est un acte de prévision. Et donc, moi, je peux vous donner les effectifs qui, contrairement à ce que vous assénez partout, montrent qu'entre 2013, en 2013, il y avait 241 temps complet titulaires, 13 titulaires en temps non complet. En 2015, et on a fait aussi un travail ligne par ligne avec le service des finances, avec la direction générale, avec les ressources humaines. Nous ne sommes pas à 241 titulaires à temps complet, nous sommes à 248, donc une augmentation. Et nous sommes à 13 en non complet, à 12 en non complet contre 13. Donc en fait, si on prend en plus les non-titulaires, on avait 44 non-titulaires à temps complet en 2013, on est à 58, et nous avions 95 non-titulaires à temps non complet en 2013, et nous sommes à 93. Au total, il y avait en 2013, année pleine de votre exercice, 285 temps complets titulaires et 108 en total, il y avait 285 plus 108, et nous sommes en 2015 à 306 au lieu de 285, à 105 au lieu de 108, et ce qui fait un bilan positif en réalité de plus 77, qui s'explique notamment en partie par la réforme des rythmes scolaires, mais pas que. Il y a, depuis 2014, 5 postes qui ont été supprimés. Ces 5 postes concernent la médiatrice à la Villa Calderon, une réorganisation de service au service accueil, un plombier qui a été licencié pour non-satisfaction par rapport à de l'avis aussi sur recommandation du service. Monsieur Tourté, puisqu'on a fait une réorganisation du service du Colisée, et il y a eu la fermeture du chenil qui est externalisée. J'ajoute en revanche que nous allons titulariser, à compter du 1er janvier 2016, 11 agents. 11 agents qui étaient en contrat précaire de votre fait, puisque ça fait des années qu'ils étaient sur des emplois pérennes, mais qu'ils étaient en situation précaire. Et moi, j'ai indiqué devant le personnel municipal, lors de la réunion que nous avons organisée le 11 septembre, j'ai indiqué que cette municipalité, elle prenait des mesures justes. C'est-à-dire que nous sommes, dès qu'on est sur des emplois pérennes, il n'y a pas de raison que les agents ne soient pas stagiairisés. Et donc, ce n'est pas des paroles, c'est des actes, puisque 11 agents vont être stagiairisés. 2 vont être au CCAS, 3 vont être à la 2RL, et 5 agents de la ville, 2 agents d'entretien en mairie respectivement depuis 2008 et 2012, un agent au musée depuis 2011, un à Jules Ferry depuis 2012 et une à la Souris-Verte. Ces agents-là vont être titularisés parce que c'est des emplois pérennes, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas titularisés. À partir de là, en effet, nous avons un mode de gestion qui intègre aussi la gestion des carrières, les plans de formation. Quand je regarde
le bilan social qui était aussi celui de 2013, je vois qu'il y a encore des efforts à faire, notamment sur l'obligation d'emploi de travailleurs en situation de handicap. Là-dessus aussi, nous allons y travailler. Donc la réalité des chiffres, la réalité des faits, et je ne veux pas entrer dans ces volumes parce qu'il y a quand même des personnes derrière, et que faire circuler des bruits, faire circuler des rumeurs, quand je vois la relation apaisée que nous avons avec les représentants du personnel et les syndicats, quand je vois la façon dont se prépare la CAP, je pense que voilà, nous avons aujourd'hui une ligne qui est très claire, qui est de pouvoir faire de la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, d'offrir des mobilités aux agents, de leur permettre aussi d'apprendre de nouveaux métiers, de penser notre fonction publique municipale par rapport aux services que l'on doit rendre à la population. Et à partir de là, et les chiffres sont là pour en témoigner, il se trouve qu'en fait nous avons une augmentation du nombre des effectifs depuis notre élection, qui est due en partie à des nouveaux services qui sont rendus, et qui est due aussi à une gestion plus fine. Et ce qui nous a vraiment manqué, et ça a été aussi une des raisons du changement de direction générale, c'est d'avoir une visibilité sur ces sujets et de savoir de quoi l'on parle, parce qu'on avait une masse globale totalement à l'aveugle. Aujourd'hui, eh bien, nous individualisons la relation à l'agent municipal, nous utilisons des contrats temporaires quand ce sont des missions temporaires, nous stagiarisons quand ce sont des missions permanentes. Ce ne sont pas des déclarations, ce sont des faits. Ce sont des faits contredits par les agents. Alors, ça cause un problème, si vous voulez. Parce que, bon, les chiffres que vous nous donnez, qui mélangent allègrement les choux et les carottes, en gros, si je comprends bien, vous avez supprimé des emplois permanents pour les remplacer par des emplois temporaires, mais en stagiarisant un certain nombre de gens, c'est normal, puisqu'on stagiarisait nous régulièrement des gens. Je ne peux pas vous laisser dire que vous avez inventé la gestion prévisionnelle des effectifs, puisque ça a été l'un des chantiers les plus importants auxquels nous nous sommes livrés. Heureusement, ce sera l'un des thèmes de l'intervention de la Chambre régionale des comptes, qui examinera nos comptes, que cette gestion prévisionnelle des effectifs, cette situation du personnel. Je suis tout à fait serein là-dessus, parce que précisément, si nous avons promu au poste de directeur général des services la fonctionnaire qui auparavant était responsable du service du personnel, c'est précisément parce que son travail était remarquable. Donc je suis tout à fait conscient là-dessus, et c'est elle qui a introduit cette notion et qui a commencé à suivre des stages et ensuite à mettre en application tout ce qui concerne la gestion prévisionnelle des effectifs. Alors, vous pouvez raconter ce que vous voulez, que vous êtes tombé dans un monde complètement désorganisé auquel vous ne comprenez rien. Moi, j'ai des témoignages précis. Bien évidemment, je m'interdis de citer des noms, parce qu'il n'est pas question de mettre en cause ici des personnes. Mais enfin, je peux quand même vous dire que la vision édénique que vous avez n'est pas partagée par les gens qui reçoivent des blâmes, par les gens qui ont été, et surtout par les gens qui, apparemment, imaginent avoir été licenciés, alors qu'en fait, d'après vous, il n'en est rien. Donc, nous allons vérifier avec attention ce document. Nous verrons bien évidemment ce qu'il en ressortira. Pour l'instant, ce que je constate, c'est que vous additionnez des choux et des carottes, que votre tableau des effectifs ne correspond pas à la masse salariale, et que surtout, ça ne correspond en aucun cas à ce que vivent les agents de la ville de Louviers qui nous le disent. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, monsieur Lafemme, non, on n'est plus pas. Allez-y, mais vous n'aviez pas posé de questions. Je vous donne la parole, mais vous n'aviez pas. Je ne peux pas parler pour les mosquées. Allez-y, je vous donne la parole. Mais attendez, il faut appuyer sur votre bouton, monsieur Lafemme. Allez-y. Déjà, M. Martin, il y a 19 ans, il y avait très peu de musulmans à Louviers. Bon, déjà, un point. Après, ce qui m'étonne déjà, c'est qu'il faut qu'il y ait 3 mosquées. Moi, tous les chrétiens vont dans la même église. Hein. Je ne vois pas pourquoi il faut une mosquée. Oui, et la ville dépense beaucoup d'argent pour l'église. Oui, mais nous en sommes occupés. C'est notre culture, monsieur. C'est notre culture. Dans la loi de 1905, c'est quand même un peu... Mais oui, le patrimoine municipal, monsieur Martin, ça n'a aucun rapport, ça date d'avant 1905. L'église, elle date d'avant. En fait, l'église de Louviers, je vais vous faire une confidence, ça date d'avant 1905. C'est quand même pour donner aux catholiques des moyens particuliers que ça les éviter. Bon, mais c'est pas en gros radical de gauche que vous êtes, la loi 1905, monsieur Martin. Ah non, je pense qu'elle mérite des aménagements.
Bien. Je peux parler. Bon, pour ce qui est de l'agrandissement des Artiches, c'était une promesse électorale, ça, monsieur. Maintenant, vous vous occupez des Turcs, vous. Donc, la prochaine élection municipale, ça va être très simple. Vous serez partisans des Harkis, vous des Turcs et moi des Gaulois. C'est comme ça qu'on va faire campagne la prochaine fois. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clore la séance. Je vous invite à participer nombreux à la grande rencontre de Louviers qui aura lieu le 7 décembre à 19h au Grand Forum, avec la projection d'un très beau film inédit des femmes et des hommes et un débat autour de Frédérique Godos, fondatrice du projet Imagine, en partenariat également avec l'Académie.